Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au sommaire de cette édition, une manifestation antigouvernementale prévue ce lundi au Soudan du Sud, à l'appel d'une coalition de groupes de la société civile, ne s'est finalement pas tenue. La justice française a jugé irrecevable la demande de non-lieu d'Agathe Habyarimana. Elle est soupçonnée d'être l'un des cerveaux du génocide rwandais qui a coûté la vie à plus de 800 Tutsis en 1994. Et puis 11 enfants ont été enlevés par des présumés rebelles ADF dimanche soir dans un village d'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Merci de nous choisir pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. En Tunisie, si des habitants de Sidi Bouzid, berceau de la Révolution, saluent le coup de force du président Kaïs Saïed, ils ne restent cependant pas moins prudents. Ils expriment leur crainte de voir la Tunisie basculer de nouveau vers la dictature. C'est à Sidi Bouzid, au centre-ouest de la Tunisie, que le vendeur ambulant Mohamed Bouazizi s'est immolé par le feu le 17 décembre 2010, déclenchant un soulèvement qui a mis fin au règne sans partage du président Zine El Abidine Ben Ali. Mais au fil des années, l'espoir d'un avenir meilleur a cédé la place à la déception et la colère contre la classe politique en l'absence d'amélioration sociale. Lors des manifestations survenues ces dernières années en Tunisie, les slogans phares de la révolution réclamant dignité et travail ont été scandés ainsi que des appels à dissoudre le Parlement, ce qui est réalité depuis fin juillet. Kaïs Saïed, élu en 2019, a invoqué la Constitution pour s'octroyer les pleins pouvoirs, limoger le chef du gouvernement et suspendre le Parlement, suscitant à travers le pays des réactions mitigées. Il détient tous les pouvoirs. Je suis inquiet que Kaïs Saïed prenne le chemin de la dictature. J'espère qu'il sera sincère dans ses décisions et que ses décisions iront dans le bon sens. Je me sentais étouffé. Après ce qu'il s'est passé, il y a eu un sentiment de bonheur, d'espoir, car ce monsieur Kaïs Saïed est propre. Ce n'est pas un voleur. Tous ceux qui nous ont gouvernés avant lui étaient des voleurs. Ils nous ont pillés. Ils ont pillé le pays, oppressé et affamé les gens. Et ils n'ont pensé qu'à eux. La décision de suspendre le Parlement est juste. Et à la limite, le Parlement ne faisait plus son travail sérieusement. Réellement, la chose que nous ne savons pas encore est quel sera l'avenir de la Tunisie. Nous attendons, car nous ne saurons pas si c'est la bonne décision qu'avec le temps. Pour des analystes, la suspension de la Constitution, dont l'adoption a été saluée à l'international en 2014, ou son abrogation semble inévitable. Une manifestation antigouvernementale prévue ce lundi au Soudan du Sud, à l'appel d'une coalition de groupes de la société civile, ne s'est finalement pas tenue. Le déploiement en mars des forces de sécurité dans les rues de la capitale Juba a dissuadé les manifestants. La coalition du peuple pour l'action civile, qui regroupe notamment militants, universitaires, avocats et anciens représentants du gouvernement au Soudan du Sud, entendait protester contre les dirigeants ce lundi, jour où la session inaugurale du Parlement dite reconstituée, une des dispositions clés de l'accord de paix qui a mis fin en 2018 à 5 ans d'une sanglante guerre civile ayant fait près de 400 000 morts et 4 millions de déplacés. Les autorités qui avaient déclaré cette manifestation illégale avaient visé ces dernières semaines des personnes en relation avec l'événement. Au moins 8 militants ont été arrêtés et 3 journalistes brièvement détenus ont rapporté des groupes de défense des droits civiques. Dès lundi matin, les rues de Juba étaient étroitement quadrillées par des forces spéciales de sécurité patrouillant à bord de véhicules équipés notamment de mitrailleuses.
De nombreux magasins sont restés fermés et des habitants ont indiqué à l'agence France-Presse préférer rester chez eux. Wani Michael, membre de la coalition, a déclaré que 4 autres activistes et lui avaient décidé de se cacher pour éviter les représailles des autorités qui avaient interdit cette manifestation. Lors de la séance inaugurale du Parlement, le président Salva Kiir a appelé les nouveaux législateurs à placer les besoins des citoyens au-dessus des considérations partisanes et à placer le peuple du Soudan du Sud au-dessus de tout intérêt de parti. Initialement prévues en 2022, ces élections ont été reportées à 2023. Le président a par ailleurs annoncé mettre en pause les pourparlers avec une coalition de groupes rebelles, l'Alliance de l'opposition du Soudan du Sud, menée à Rome sous l'égide de la communauté de Sant'Egidio, association catholique proche du Vatican. La veuve de l'ex-président rwandais Juvenal Habyarimana fait l'objet d'une enquête depuis 2007 pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Elle est soupçonnée d'être l'un des cerveaux du génocide qui a coûté la vie à plus de 800 Tutsis en 1994. Après 14 ans de procédure, la Cour d'appel de Paris a déclaré ce lundi irrecevable la demande de non-lieu des avocats d'Agathe Habyarimana. Cette décision ne satisfait finalement personne. Alain Gauthier, président du collectif des parties civiles pour le Rwanda, qui a porté plainte dans cette affaire, la considère à minima, voire ambiguë. Un non-lieu peut être prononcé par la justice lorsque celle-ci estime que le dossier manque d'éléments à charge, et c'était justement l'argument avancé par les avocats d'Agathe Habyarimana. Mais la Cour ne s'est pas prononcée sur la question des éléments du dossier. Pour Alain Gauthier, c'est donc une décision qui porte sur la forme alors que la partie civile attendait une position claire sur le fond. D'autant que la Cour n'a, pour l'instant, pas motivé davantage sa décision. On se retrouve au même point qu'hier. C'est une décision qui n'apporte absolument rien pour le dossier. L'avocat qui représente l'ex-première dame rwandaise affirme souhaiter se pourvoir en cassation et redéposer une demande de non-lieu dans les prochains mois. Il s'interroge également sur les éventuelles raisons politiques de ce rendu. En mai dernier, lors d'un déplacement à Paris, quelques jours après la publication du rapport du clerc, le président rwandais Paul Kagame avait déclaré qu'Agathe Habyarimana figurait en tête de la liste des suspects qui devraient être poursuivis en justice pour leur responsabilité dans le génocide. Ce journal se poursuit. Daher Ahmed Farah, président en exil du parti MRD, a annoncé la reprise des activités de son parti. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU avait donné au régime djiboutien 180 jours pour réhabiliter le mouvement pour le renouveau démocratique et le développement MRD, qui a été dissous par les autorités en 2008. Ce délai a expiré le 8 juillet dernier. Le président du mouvement pour le renouveau démocratique et le développement MRD, Daher Ahmed Farah, résident en Belgique, estime que la justice internationale lui a donné raison contre le régime d'Ismaël Omar Guelleh. Le régime, en refusant d'exécuter la décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU de réhabiliter le parti, confirme, persiste et signe qu'il est de nature dictatoriale, a-t-il ajouté. La justice internationale l'a désavoué et nous a reconnus, nous a rétablis dans nos droits. À partir de là, nous n'avons en réalité rien à demander à Ismaël Omar Guelleh, a conclu le président du MRD. Daher Ahmed Farah affirme qu'il compte revenir à Djibouti pour reprendre ses activités politiques. Devant la possibilité de répression, le président du MRD dit être préparé pour. La répression ne nous fait pas peur, a-t-il poursuivi. Nous sommes dans nos droits et la communauté internationale, particulièrement la justice internationale, l'a clairement reconnu. Le congrès du parti est annoncé pour bientôt, sans aucune précision sur la date. 11 enfants, dont 5 filles âgées de 9 à 17 ans, ont été enlevés par de présumés rebelles ADF, les forces démocratiques alliées, dimanche soir dans un village d'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Les rebelles n'ont toutefois pas fait de victimes. Les rebelles ont mené une incursion dimanche dans le groupement Boudengili sur le territoire de la commune de Zunguluka, au sud de Bunia, chef-lieu de la province, en RDC, où ils ont pris en otage
Tous les civils qui étaient là, les hommes, les femmes et les enfants indiqués par téléphone à l'AFP, Dieudonné Malangaï, président intérimaire et secrétaire de la société civile de la chefferie de Wallissi, Vonkoutou. Selon lui, il y avait dans le village au moins 10 familles de déplacés qui se cachaient là pour le travail des champs. Arrivés en brousse à plus de 3 kilomètres, les rebelles ont libéré les hommes, les femmes et quelques petits-enfants, mais ont retenu 11 enfants de 9 à 17 ans, dont 5 filles, a ajouté le responsable. Cette fois, les rebelles ADF accusés d'avoir tué des milliers de civils en Ituri et dans la province voisine du Nord Kivu n'ont pas fait de victimes. Les civils libérés, les responsables estiment que ces enfants pourraient être formés à devenir des combattants. Les ADF à l'origine des rebelles musulmans ougandais sont maintenant présentés par l'organisation djihadiste État islamique comme sa branche en Afrique centrale et considérés comme le plus meurtrier des groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC. L'Ituri et le Nord Kivu sont placés depuis le 6 mai en état de siège, mesure exceptionnelle censée mettre un terme aux activités des ADF et de multiples autres groupes qui terrorisent les civils. Et puis pour finir cette édition, un prêtre camerounais a été enlevé ce dimanche par des séparatistes dans le sud-ouest du Cameroun, une des 2 régions anglophones en crise. Le diocèse de service du prêtre a confirmé cet enlèvement. Monseigneur Julius Agbortoko, vicaire général du diocèse de Mamfé, a été enlevé par de jeunes gens qui se sont identifiés comme des combattants séparatistes, a écrit dans un communiqué le chancelier de ce diocèse. Les ravisseurs réclament une rançon de plus de 20 millions de francs CFA, environ 30 000 euros, pour libérer l'otage, a-t-il assuré. Les rebelles armés se livrent fréquemment à des rapts, y compris des personnalités religieuses, depuis le début de ce conflit il y a près de 4 ans. Ces kidnappings aboutissent d'ordinaire à la libération relativement rapide des otages, contre rançon ou au terme de négociations, mais quelques très rares personnes ont été exécutées. Monseigneur Julius Agbortoko a été enlevé peu après son retour à Mamfé à l'issue d'une visite pastorale et l'inauguration d'un presbytère dans une localité voisine. Le chancelier du diocèse a dénoncé les attaques incessantes contre l'Église en général et celle de Mamfé en particulier. La semaine dernière, une fidèle a été tuée et un pasteur blessé par balle lors d'un culte dans la région voisine du nord-ouest. Dans cette région où vit l'essentiel de la minorité anglophone d'un pays majoritairement francophone dirigé par l'indéboulonnable Paul Biya, 88 ans, les groupes armés et les forces de sécurité dépêchées par Yaoundé se livrent une guerre sanglante. Les 2 camps sont régulièrement accusés par les ONG internationales de crimes contre des civils. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.